Salut à tous, Arnaud Carias pour ici c'est le confinement. J'ai eu la chance de faire une interview d'Atos Irakashvili qui, à cause du Covid, a dû mettre un terme à sa carrière de manière un peu prématurée et certainement pas comme il l'aurait souhaité en jouant des phases finales de Coupe d'Europe ou de Top 14. Donc voilà, il nous a fait l'amitié de nous recevoir chez lui en respectant un petit peu les distances de sécurité. Et donc j'espère que vous allez profiter comme moi de ce super moment passé avec lui où il se confie un peu sur des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre de sa part. Voilà, bon visionnage. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec Dato Irakashvili qui nous fait l'honneur et la joie de nous recevoir chez lui dans son petit coin intime, on va dire, et donc qui va un peu nous expliquer sa carrière, et c'est le moment de faire un peu le bilan parce que malheureusement la saison de Top 14 étant écourtée, tout s'arrête un peu de manière abrupte. Voilà, donc Dato, je vais te laisser te présenter un petit peu, savoir un peu où tu es né, voilà, si tu veux bien nous expliquer ça. Bon, bonjour à tous, donc David Irakashvili, né 10 octobre 1983 à Gamardioba, parce que tout le monde dit que je suis né à Roustavi, mais en fait je ne suis pas né. Donc les infos n'étaient pas bonnes alors. Roustavi, ouais, Gamardioba c'est un village et ça se traduit par la victoire. Voilà, c'est quand même assez marrant. Donc je suis né là-bas. Après j'ai grandi à Roustavi, donc je suis de Roustavi. Je sais pas, après je suis venu première fois en France en 2003, c'était le 23 septembre. C'était un stage de Coupe du Monde. Pour 2003, première fois l'équipe de Géorgie était qualifiée. Et à ce moment-là, j'ai été pris pour un petit test, quoi, comme ça. Donc c'est là que je suis venu la première fois en France. C'était à Montpellier, à Grande-Montille. Et après, c'est comme ça que je me retrouve après au Aubenas. D'accord. À 2003, mois de septembre. Et c'est Aubenas qui t'avait contacté donc à ce moment-là alors, si tu veux, c'était un petit peu bizarre parce que déjà j'ai participé à cet stage de 2003 à la préparation avec l'équipe de Géorgie, mais j'étais trop jeune pour ça. Et j'ai participé là-bas en Géorgie. Et Goder Dicholidze Aubé, qui jouait à Clermont-Ferrand, lui, cette époque, il jouait à Béziers. D'accord ? Et Béziers, un copain à lui qui s'appelle Michael Noël, qui était d'ailleurs international français de rugby à 7, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Et lui, il partit en tant que joueur-entraîneur à Aubenas. Donc, il y avait un moment, Aubenas, il cherchait un pilier jaune, voilà, et il a demandé à Aubé s'il connaissait quelqu'un qui pouvait venir faire l'affaire, quoi. Bon. Aubé, il me dit, écoute, est-ce que tu veux y aller à Aubenas, fédéralement ? Je dis oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me retrouve au mois de septembre à Aubenas, débarqué. Bon, c'est une histoire à part, c'est marrant comment je suis arrivé à Aubenas, mais bon, ça nous prendra trop de temps si je parlais de ça. Donc je me suis retrouvé à Aubenas. Donc club amateur. Alors c'était un peu bizarre parce qu'Aubenas, ils étaient à Pro D2, d'accord. 2001-2002, ils étaient à Pro D2. Et 2002-2003, bon, ils sont descendus, quoi. Donc, je dirais, oui, amateur, mais semi-professionnel. Fédéral 1, de bon niveau. Voilà, on va dire comme ça, de bon niveau, parce que beaucoup de joueurs, ils sont restés, bon, ils sont pas partis. C'était des joueurs qui ont joué à Pro D2. Donc, à cette époque, moi, j'arrive, j'avais 19 ans. Donc, j'ai eu mon 20 ans octobre là-bas, d'accord. Et j'ai resté jusqu'au mois de décembre. Donc, j'ai resté 3 mois pour faire cette test. Si Aubenas me proposerait ou pas un contrat. Donc je restais pendant 3 mois. Et également, on avait des soucis par rapport à le visa. Bon, c'était très compliqué à obtenir un visa de long séjour. Donc j'étais obligé de rentrer en Géorgie. Donc en même temps, ça tombe bien parce que bon, le fait de fin d'année s'approchait. Moi, la famille me manquait. Donc je suis allé en Géorgie au mois de décembre. Et je n'ai pas pu prolonger mon visa jusqu'à mai 2004.
Donc ça veut dire que j'ai mis 5 mois pour obtenir un visa. Donc je reviens au mois de mai à Obona et malheureusement tout était changé. Les entraîneurs qui m'ont accueilli cette époque, ils n'étaient plus là. Et un staff tout nouveau. Bon, les joueurs ça n'a pas bougé, mais bon, tu te retrouves au bout de 3 mois, tu débarques. 3 mois tu étais là, après au bout de 5 mois tu te débarques. C'est encore une nouveauté parce que bon. Et donc, je suis une nature de pas très bavarde, mais en même temps, bon, j'avais pas non plus une énorme relation ici, à ce moment-là. Donc je me retrouve avec un entraîneur qui s'appelait Laurent Pollan. Et mon arrivée, c'était pas trop bien passé, pas très bien passé, parce que bon, lui, il comptait pas du tout sur moi. Moi, j'arrive comme ça. C'était très bizarre. Bon, limite, des fois, j'ai envie d'effacer ce moment-là, mes souvenirs, mais bon, c'est comme ça reste. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Voilà, c'est ça. C'était un peu l'exemple de ça. Et donc, je jouais plus du tout. Alors qu'avant, pendant 3 mois, j'ai fait presque tous les matchs. Bon, Laurent, il ne comptait pas du tout sur moi à cette époque. Et à ce moment-là, je me dis, il faut que je parte, quoi. Donc, moi, je suis venu avec une idée à Obona pour faire un premier pas. Et mon objectif, entre guillemets, c'était assez gonflé, mais mon objectif, c'était de jouer au rugby professionnel, pas... C'était pas l'idée seulement de venir en France pour venir en France. En France, c'était une possibilité justement de jouer au rugby professionnel. Donc, avec Laurent, bon, je ne jouais pas beaucoup. Et également, bon, la vie était compliquée au Bonac. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail comment et pourquoi, mais j'étais obligé de travailler pour vivre. Hein, parce que sinon, autrement, c'était compliqué. Donc, j'ai commencé à travailler. Et... on peut dire qu'à cette époque-là, tu as mangé d'avant vache enragée, un peu comme on dit. C'est-à-dire que c'était compliqué parce que il fallait que tu travailles et que tu sois joueur de haut niveau quelque part. Oui, alors, si tu veux, moi, mon objectif, ça n'a pas changé, justement. Je me dis, j'étais obligé de travailler, mais en même temps que j'ai travaillé, en même temps, j'étais un peu plus... comment je veux dire, je me donnais un peu plus parce que entre midi et 2, là-bas, j'avais le droit d'aller aux salles de muscu. Ouais. Donc entre midi et 2, quand j'ai arrêté, bon, j'allais aux salles de muscu. Le soir, au bonheur, on s'entraînait 3 fois par semaine. Le soir, quand j'ai rentré de boulot, voilà, j'allais courir, je faisais des pompes. Donc j'habitais avec, cette époque-là, j'habitais avec 3 joueurs de Haut-Bonin. Donc c'est des bons gars avec qui j'habitais. Aujourd'hui, je garde toujours contact avec Gérard Iglesi. Et eux, ils avaient un banc de muscu, des trucs comme ça. Donc je profitais de ça. Mais il y avait... Le matin, quand je ne travaillais pas, il fallait aller courir. D'accord ? Mais dès que j'ai commencé à travailler, ben, c'est entre midi et 2, le soir. Donc, j'arrêtais jamais. Il n'y avait pas un jour où je ne m'entraînais pas. C'est comme si tu étais 100% professionnel au rugby. Je faisais en sorte, mais avec des pots de moyens, hein, parce que tu n'avais pas tout ce que tu avais besoin. Juste l'avantage que j'avais, je pouvais entrer au salle de muscu et faire ce que je voulais entre midi et 2. Donc ça m'aidait énormément. Donc, et chaque fois qu'on me donnait la chance de jouer, bon, moi, je jouais, je faisais mes matchs, mais bon, je ne dis pas que j'ai brillé, parce que quand tu ne joues pas, même dans le fédéral, tu peux c'est compliqué. Mais si tu joues pas, tu n'as pas de rythme. Et qu'est-ce qui a accéléré après tout et ça donc dans ma tête, moi j'ai dit, je veux partir, de toute façon, je ne veux pas rester là. Donc j'appelle quelques copains qui jouent à haut niveau, je dis voilà, maintenant je cherche à partir d'ici. Si au club, ils cherchent un joueur, voilà. Vous me connaissez, vous connaissez le profil que j'ai. Et ça n'a pas duré longtemps. Mois de novembre, ils m'ont sélectionné à l'équipe de Géorgie. Donc je parle toujours 2004. Hein. Ils m'ont sélectionné à l'équipe de Géorgie et je suis allé à Chili-Uruguay. Donc c'était une équipe A, hein, d'accord ? C'était une équipe un peu remédiée et tout. Donc j'y vais là-bas. Dès que je reviens de là, j'ai joué ces 2 matchs. Donc ça faisait déjà de m'aider. Pour te faire connaître, pour déjà d'avoir la confiance en disant que enchaîner des matchs. Georgie qui m'appelle au poste de pilier, bon, c'est pas. Oui.
c'est pas que je me vante, mais on pose des piliers. Oui, c'est un peu la spécialité géorgienne. Je pense qu'on peut dire qu'il y a des niveaux mondiaux. Hein, peut-être pas ailleurs, mais au niveau de ça. Donc, je me suis dit, merde, oui, j'ai tout à fait raison de partir. Oui, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc quand j'arrive, au mois de novembre, David Kinchakishvili jouait à Béziers à cette époque. Après, il a joué Bourgoin, Brive, à Bayonne. Il a fini sa carrière à Bayonne. On a un an de décalage, donc il jouait à Béziers à cette époque, et il me dit, mais tiens, il y a Pablo Cardinal qui se blesse chez nous, on est en train de chercher un pilier, un joker médical, si tu veux venir. Ben, je dis oui, avec un grand plaisir. Donc c'est Jean-Pierre Elissalde qui l'entraînait à cette époque au Béziers. Donc j'y vais. Je reste 2 semaines là-bas, ça se passe bien, bon je coupe court parce que voilà, c'était assez enrichissant aussi, le voyage là-bas à Béziers. Donc ça se passe bien, il me file un pré-contrat, et ça y est, c'est parti. Top 16. Oui, parce que Béziers était en top 16. Ah oui, Béziers était en top 16. Donc quand je reviens, j'annonce ça à Aubenas que je partirai à Béziers. Certaines personnes, ils ont commencé à rigoler. Oui, on te croit bien. Oui, on verra ça. Et donc ça n'a pas tardé. Et d'un coup, c'est Aubé qui m'appelle, qui jouait cette époque après à Clermont-Ferrand, et il dit, écoute, le club il cherche un pilier droit pour 4 mois si tu veux venir et tout. Et je dis, écoute, moi j'ai une proposition de 6 mois par Béziers, Clermont-Ferrand me propose 4 mois, je sais pas et tout. Et il me dit, oui, si, il faut que tu viennes, au moins tu écoutes. Donc j'arrive au mois de décembre ici. Et donc oui, il me dit, mais tu vas, tu laisses passer les fêtes de fin d'année et tu reviens en début janvier. Donc moi j'arrive, je n'ai pas envie de dire une connerie, je ne sais pas, 20 décembre, 21 décembre, un truc comme ça, avant les fêtes de Noël ici. Ici. Et donc il y avait Olivier Saïssé, Jacques Pinot, Jean-Marc Lermé et Aubé qui m'attendaient dans un Algeco. On était dans un Algeco, après on est déplacé au bureau sous les escaliers de... Ah oui. C'est Limagran aujourd'hui. Ouais. Donc ancien Voluy qui est Limagran aujourd'hui. Et donc c'est là qu'il me dit on te propose un contrat de 4 mois, mais je dis moi j'ai déjà donné ma parole à Jean-Pierre et je n'ai pas envie de décevoir et je ne peux pas. Je dis je suis venu vous écouter parce qu'il m'a dit de venir vous écouter, mais je me suis oralement engagé avec Béziers. Ah ben il me dit, Olivier Saïssé me dit, mais tu sais que Jean-Pierre il ne travaille plus à Béziers. Je dis bon, non, j'étais pas au courant si tu veux. Ce qui s'est passé. Ouais, c'était le souk. Et cette époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas des... Oui, ça communiquait beaucoup moins vite. Moi, je ne te cache pas que je ne lisais pas la presse. Hein. Je dis, ah bon, ils ont viré, si, il démissionnait, machin. Et il me dit, tiens, tu peux l'appeler. Il me tend le téléphone. Je prends le téléphone timidement, je vais dehors, j'appelle, je dis, Jean-Pierre, voilà. C'est Dato, j'ai une proposition par Clermont, mais il me dit, oui, vas-y, tu leur donnes ton accord, parce que moi, voilà, je suis démissionné, je ne peux plus te prendre, parce que de toute façon, l'Australien qui l'a remplacé, c'était un gars qui voulait, comment je veux dire, entourer de ses joueurs, si tu veux. À l'époque, ça marchait comme ça, mais aujourd'hui, tu sais, les entraîneurs, ils aiment bien d'être entourés par les joueurs qu'eux ils désirent. Donc il me dit, vas-y. Et donc je rentre, et j'ai dit, il faut signer. Où est-ce qu'on signe Où est-ce qu'on signe, donc voilà. Et là, tu signais en tant que joker médical 4 mois. De Martin Scelzo. Voilà, Martin qui était blessé, voilà. Donc ils me disent, écoute, tu viens quand tu veux. Donc j'arrive au mois de décembre à Clermont-Ferrand. D'accord. Et là, à ce moment-là, toi, quand tu débarques à Clermont, donc c'est la période où il y a Olivier Saïssé, donc qui vient rattraper un peu le navire qui coulait. Exactement, on était 14e, d'accord, j'arrive en décembre. On est toujours 14e parce que Olivier Saïssé, il venait d'arriver pour dire, je n'ai pas envie de nommer les personnes, mais il y a une personne qui était libérée, j'ai même pas envie de dire virée, il était libéré de sa poste, et c'est sa voiture qu'ils m'ont donné. C'est son voiture qu'ils m'ont donné. D'accord. C'était tout fraîche, c'était tout frais, c'était voilà. Donc j'arrive, on était 14e. Donc ça a commencé vraiment l'aventure en ce moment-là. Et là tu débarques avec la famille Oui, j'arrive ici à Clermont-Ferrand avec ma femme et ma petite, Marie. Et donc on s'installe
à Viviani. À cette époque, presque tous les joueurs étrangers, ils s'installaient là-bas. C'était des appartements Michelin. Et donc, je me retrouve que j'ai tout pour s'entraîner vraiment. C'est-à-dire que je ne travaille plus parce que quand j'ai travaillé, c'est pas que c'était un travail dur, hein, attention, bon, c'était un travail un petit peu ingrat, il fallait nettoyer certaines choses. Donc voilà, j'étais, je ne sais pas comment on dit, j'ai nettoyé certaines machines. Voilà. Ouais. Bref. Tu étais dans l'entretien, des choses comme ça. Et, donc du coup, tu savais. Donc d'un coup, je me retrouve. Tu connaissais ta chance. Voilà, il fallait plus travailler, il fallait que l'entraîner. Donc tu avais tout en fait, si tu veux. Tu pouvais entraîner 2 fois par jour. Oui, parce que l'ASM à cette époque-là déjà donc avait structuré son club après le passage des entraîneurs australiens et sud-africains. Oui. Là, il y a l'académie était faite. Là, il y a SAIC. Bon, encore, on avait une petite salle de muscu. On partageait avec des haltérophiles de Michelin à cette époque. Mais en tout cas, par rapport au Bona, oui, c'était Byzance. Oui, tu peux pas comparer. C'est pas possible. Donc, j'ai saisi la chance, quoi. J'ai dit, ben voilà maintenant. Donc, j'ai dit, si ça marche pas au bout de 4 mois, j'ai décidé de partir. D'accord. Ça veut dire que j'ai tenté, ça n'a pas marché, et il faut pas, comment je veux dire, il faut pas rester à un même endroit, à patiner en disant que oui, mais j'étais entré encore un autre jour dans un autre club. Le club était professionnel, très bonne structure, et si ça marchait pas là, il n'y avait aucune raison que ça marchait ailleurs. Ça dépendait tout de moi. Donc à ce moment-là, j'ai saisi ma chance. Et tu n'es jamais parti? Et je suis jamais parti, oui. Donc, et tu n'as jamais été tenté de partir d'ailleurs? Tu n'as jamais eu de sollicitations? Oui, beaucoup. Franchement, oui. J'ai eu beaucoup de sollicitations. J'ai été des fois limite de partir. Il y a 6 ans de ça. 30 minutes que tu as décidé, j'ai resté où je partais. Voilà, on ne va pas revenir là-dedans, comment, pourquoi. J'avais beaucoup de propositions. Mais je ne sais pas, moi je vois différemment. Beaucoup de monde ils me disent, ouais, mais à cette époque il fallait partir, machin. Il y avait toujours discussion, ouais, mais toi tu étais resté toujours là, il fallait bouger, il fallait voir quelque chose d'autre. Il y en a qui me reprochent, ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu que Clermont, tu sais pas comment ça marche ailleurs. Tout ça, si tu veux, j'ai tout entendu. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas une bonne décision, il y a une décision, et c'est à toi de rendre bon. Oui, et puis c'est peut-être aussi le cœur qui a parlé. Oui, non, mais pour moi, comment je veux dire, tout l'entourage compte, même aujourd'hui, tout l'entourage comptait. Et depuis que je suis gamin, mon entourage compte énormément pour moi. Donc je suis quelqu'un que j'aime bien construire des choses saines autour de moi. Et une fois que j'ai cette construction autour de moi, je m'épanouis, j'ai toutes mes capacités 100% parce que j'ai construit quelque chose autour de moi. Donc à Clermont-Ferrand, très rapidement, j'avais des amis, hors de rugby je parle, j'avais des amis où je suis toujours ami avec eux et je pense que je resterai ami jusque ma mort, hein, parce que c'est pour moi la question de l'amitié, c'est beaucoup plus profond qu'on peut dire, oui, on est des amis. C'est pas comme ça que je suis ami avec quelqu'un. Oui, ça va plus loin. On est des copains, oui, mais donc moi, quand j'ai dit, j'ai des amis à Clermont-Ferrand, j'ai des amis à Clermont-Ferrand. Donc quand on a des amis quelque part, c'est toujours dur de quitter, partir, alors qu'une fois j'ai déjà vécu ce traumatisme, j'ai quitté mes amis en Géorgie. Oui. Donc aller requitter encore une nouvelle fois, et peut-être pour ça que à Obona, j'ai décidé de partir, et c'est pour ça que des fois je me retrouve tout seul, mais c'est pas autant qu'à Obona, j'ai pas un ami, Philippe, et je pense qu'il regardera aussi, fan d'ASM, et que je l'embrasse, et quelqu'un d'exceptionnel, un personne ardéchois. Les ardéchois, ils ont de grands cœurs, si tu veux. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'était très important. C'était très important, donc c'est pour ça que de Clermont, j'avais des propositions, mais je ne suis pas allé. Et en même temps, tu as mené de front ta carrière internationale avec 3 Coupes du Monde à ton actif. Oui. Alors, avec des matchs, peut-être avec des grands souvenirs sur certains matchs contre la Russie, peut-être, ou
ou qui était un peu l'épouvantail pour vous à l'époque? Si tu veux, ma carrière internationale, c'était un petit peu compliqué. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai joué 11 ans à l'équipe de Géorgie et j'ai que 53 matchs. D'accord. Ma carrière internationale, à cette époque, ça dépendait de Clermont-Ferrand en fait. Oui, qui te libérait ou pas? Oui, parce qu'avant, c'était pas la IRB, ils se mêlaient pas trop comme ça. Comme aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire non, tel joueur, je ne libère pas. Ben, dans ce cas-là, équipe nationale, il bloque le joueur et tu peux ni profiter à toi et ni l'équipe nationale. Bien sûr, ouais. Et cette époque, c'était un petit peu, si le club m'autorisait d'aller, bon, j'allais. Si le club, il me disait non, là, tu restes, j'ai resté. Donc, équipe nationale, c'est pas que j'ai regretté quelque chose, attention. Mais je pouvais faire, je pense, plus de matchs. Mais bon, je faisais des matchs essentiels, donc ils me laissaient toujours partir pour la Russie. Jamais ils m'ont refusé d'aller pour la Russie. Jamais ils m'ont refusé d'aller pour la Roumanie. Et il fallait choisir un match. Donc, ils m'autorisaient 3 matchs à peu près pour le 6 Nations B. Je parle pas de Coupe du Monde et je parle pas. Et cette époque, si tu veux, avant, on ne jouait pas, l'équipe de Géorgie ne jouait pas le tournoi de novembre. C'est après que ça s'est venu, le tournoi de novembre. Ouais, d'accord. Où il y avait vraiment un tournoi A, un tournoi B. Voilà. Donc, si tu veux, le tournoi de novembre, et après, tournoi d'été, j'ai participé à des tournois d'été aussi, mais bon, c'était pas, on ne jouait pas contre les grandes équipes. On a joué, je crois, le plus masse, mais même pas équipe A. Bon, bref, voilà, c'était. Donc voilà, équipe nationale. Et du coup, en 2007, tu te retrouves en match de Coupe du Monde contre la France. Si tu veux, moi, quand j'ai signé à Clermont-Ferrand, j'étais déjà international. Oui. Et ça va trop vite parce que, bon, au moment, tu imagines, donc j'ai fait 2 matchs Chili-Uruguay. C'était une équipe A, comme je t'ai dit. Et mois de février, donc c'est les 6 Nations B, et on joue contre la Russie. D'accord. Et à cette époque, la Russie. C'était une grande Russie, parce que la Géorgie aussi ne jouait pas le niveau. Et 2003, c'était match nul contre Russie-Géorgie. Moi, j'étais en tant que spectateur à cette époque-là. 75 000 personnes au stade de Dynamo et 12-12, mais même avec match nul, on était qualifiés. Et on se retrouve, il y a un match contre la Russie et j'étais sélectionné. Là, c'était une grande surprise. J'étais sélectionné à équipe première. C'était énorme. Donc à l'époque, à l'époque, il y avait OB, Gorgodze aussi, oui, Gorgodze, mais cette époque, si tu veux, Gorgodze, il a participé pleinement à la préparation de Coupe du Monde, si tu veux. Il a participé pleinement. Par rapport à moi, j'ai participé à 2 semaines, mais lui, il a participé pleinement. Donc, lui, il était, entre guillemets, il était pris un peu plus vite que moi. L'équipe de Géorgie, c'était un pépite, si tu veux, il fallait pas perdre. Donc il y avait Gorgodze, oui, il y avait des grands joueurs, il y avait Djurgadze, en tant que talonneur, Zedgenidze, Nadiradze, Deboulidze, c'était des grands joueurs, c'était Labadze, voilà. Ah oui, il était là, donc tu arrives, tu te débarques, voilà. Tu étais le petit jeune? Oui, j'avais 21 ans, et tu débarques en tant que pilier, quoi. Et c'était une surprise, mais c'était top. Et qui est-ce qui entraînait à l'époque, l'équipe de Géorgie? À cette époque, c'était des entraîneurs géorgiens. D'accord. Moi, j'ai le meilleur souvenir, j'ai dit aussi la dernière fois, il y a un journaliste qui me demandait tes meilleurs souvenirs à l'équipe de Géorgie, mais mes meilleurs souvenirs, c'était le Coupe du Monde 2007. Au moins quand c'était le Géorgien qu'ils entraînaient, parce que là, on parlait des mêmes langages, on parlait des mêmes énergies, on parlait de même mentalité, plein de choses qui te touchaient, quoi, même si on ne gagnait pas contre les grandes équipes, mais en tout cas, quand on sortait, on donnait tout à fond. Après, une fois qu'ils ont commencé à amener les entraîneurs du musée qui n'avaient rien à secouer, ni mentalité géorgienne, ni ce qui s'est passé avant, ni l'histoire, rien. Donc, si tu veux, le discours, aller taper un discours, nous les Géorgiens, équipe de Géorgie, on n'était pas professionnels, on n'était pas obligé de faire quoi que ce soit, entre guillemets, pas obligé, attention, parce que c'est moi qui payais billet d'avion pour aller à l'équipe de Géorgie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et le maillot, quand tu me dis est-ce que tu as des maillots d'équipe de Géorgie, moi, ils nous ont commencé à nous donner les maillots d'équipe de Géorgie, j'ai dit à partir de 2011, 2012. Avant, on jouait avec un seul maillot.
tous les matchs. Et à la fin de ce match-là, ils nous donnaient un maillot. Un maillot, ben, tout le monde y t'attendait, donc j'ai redonné ce maillot. Oui. C'est comme ça. Hein. Bien sûr. Ouais. Et donc après, ils ont commencé à faire venir des entraîneurs où ils voyaient en tant qu'une opportunité de venir en Géorgie. Mais c'est pas du tout de... Comment je veux dire? J'ai pas envie d'être aigri, mais c'était pas ce que nous on voulait. C'est pas ça qu'ils voulaient, le rugby géorgien. Ouais, tu as le sentiment d'avoir perdu un peu du temps avec ces gens. Énormément. Plutôt que de faire bosser des gens. Ils ont trompé les Géorgiens, justement, qu'ils n'ont pas pris une équipe francophone, d'accord? Parce que l'équipe de Géorgie, à cette époque, tu avais 80% joueurs francophones, d'accord, qui jouaient l'équipe de Géorgie. Après Claude Sorel, tu sais, Claude Sorel, ils ont fait venir Claude Sorel. Il y a un progrès énorme. 2003, tu participes à la Coupe du Monde. Donc, Claude Sorel, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il part d'équipe de Géorgie, je ne sais pas pour quelle raison. Les joueurs, les entraîneurs géorgiens, plus ou moins, hop, on se qualifie pour 2007. 2007, on fait un super Coupe du Monde pour au niveau de Géorgie, parce que contre Irlande, c'est un match qui restera toujours en travers, parce qu'on a joué 84 minutes, l'essai qui ne nous accorde pas, les pénalités qui ne nous donnent pas. Je ne sais pas si tu te souviens, on a perdu 14-10. Mais c'était le match donc d'anthologie. Le stade de Bordeaux, tout le monde y criait Géorgie, c'est ça, tu n'oublies pas. Bien sûr. C'est énorme si tu veux. Donc on peut dire qu'on a fait une petite Coupe du Monde pour les Géorgiens, pour un peuple, pour une équipe qu'on n'en parlait pas trop avant, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc contre les Argentins, on a fait, on va dire, allez, un mi-temps et demi exceptionnel. Ouais. Alors à cette époque, les Argentins, ils ont bralé à tout le monde, quoi, si tu veux. Et c'est énorme. On gagne contre Namibie, notre première victoire au Coupe du Monde. C'est énorme. Ouais, déjà ce qu'ils ont fait, les petits entraîneurs géorgiens, ce qu'ils ont fait, c'était énorme. D'accord? Et c'est après qu'ils ont dit, ouais, maintenant on va progresser. Ils appellent les Australiens, les Néo-Zélandais, les types, ils arrivent, ils connaissent ni ta mentalité, ils connaissent rien du tout. Oui, et on passe totalement à côté des choses, quoi. C'est ce qui, je trouve, dommage. Hein. Voilà, on y aller un peu plus loin, mais pour dire que l'équipe de Géorgie, j'ai participé à peu près 3 matchs par an, 4 matchs par an, si je ne compte pas les ce qui fait que malgré la durée de ta carrière internationale, ça te fait peu de matchs finalement, mais bon, tu étais retenu par les obligations montferrandaises, on va dire. Exactement, on va dire comme ça. Et si on parle maintenant plus de ta carrière à Clermont, que tu retiendras, est-ce qu'il y a des événements particuliers que tu vas retenir, s'il faut faire un peu le bilan maintenant franchement, je le disais tout à l'heure, hein, il y a des matchs, les gens me disent, ouais, mais tu te souviens, tel match, je ne cache pas, non, je ne me souviens pas tous les matchs, d'accord, mais il y a des matchs que je n'oublierai pas. Par exemple, tout simple, match contre Narbonne, ici, c'était mon premier match. J'ai joué 15 minutes. J'ai joué 15 minutes. Je peux te raconter dans les détails comment ça se passe. Là, ça, tu t'en rappelles. Là. Ça, tu peux pas oublier. Ah oui, ça, tu peux pas oublier. Moi, je me souviens, après un match de Bourgoin, après Narbonne, Bourgoin, j'ai comme un titulaire. À Bourgoin, à Pierre Pageant. Ah oui, cette époque, tu t'imagines, c'était pas trop un cadeau. Et tu te souviens de qui t'avais en face de toi à cette époque-là? Olivier Miloud, d'accord, oui, c'était un bon client déjà. Ah oui, c'était un bon client. Donc c'était un peu entre guillemets, le défi. Si ça marchait, je pourrais prolonger. Bien sûr. Olivier Saïssé m'a dit clairement, il me dit, écoute-moi gamin, là je t'ai fait confiance, si tu me déçois, j'ai plus envie de te voir. Par contre, si tu me déçois pas, notre aventure il continuera. Mais il était assez clair, si tu veux, dans ses paroles. C'était pas un gars qui... Et je me souviens aussi, j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque-là. Je me souviens aussi du dernier match d'Agen, parce que si on gagnait contre Agen, on se qualifiait pour Heineken Cup l'année d'après. Ah oui. Donc il fallait se terminer 7e, parce qu'on était 14e. Et c'était à Agen aussi ou à Clermont? Non, à Clermont. À Clermont. Donc c'est quand même bizarre. Mon dernier match de carrière, c'était Agen à Clermont. Oui. Tu vois, finalement, tu vois. Finalement, tu vois comment il y a pas... La boucle est bouclée. Ouais, on va dire comme ça. Donc on gagne contre Agen à cette époque. C'était énorme. Et tu fais partie de ce petit histoire. Et après, du coup, toi, tu avais déjà signé le contrat le plus... Oui, alors j'ai signé, donc si tu veux, quand j'ai joué contre Agen,
J'avais déjà mon contrat 2 ans. Pour l'année, Oui. pour Au 2 bout ans. de 2 mois, je me souviens, Jacques Pinet me dit, écoute, maintenant on va te prolonger, tu resteras 2 ans avec nous. Voilà. Donc c'était parti. Ah, c'était parti, ouais. Ah, moi j'ai dit, voilà, ce que j'ai cherché, voilà pourquoi je suis venu en France. Donc, Premier pari réussi. voilà, premier pari aussi. Donc les matchs comme ça, je n'oublie pas. Après, bien sûr qu'on en a fait des grands matchs, hein. On en a fait des matchs, mais il y a plein. Je ne peux pas dire qu'il y a 3-4 matchs que je n'oublierai pas. Non, non, il y a... Première finale, par exemple, Eh bien, ça t'a tu marqué sais, tout le ou pas monde me plus dit, que ça? oui, bien sûr que tu es champion, tu enchaînes des finales sur des finales et d'un coup tu arrives. Et c'est bizarre, mais moi, les défaites, ils me marquent plus que les victoires. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je me souviens presque toutes les défaites, que je ne me souviens pas toutes les victoires. Tu vois, c'est quand même bizarre. Et c'est Après- peut-être à cause de la troisième mi-temps que tu as oublié la victoire. Non, je ne peux pas dire qu'à 2010, ouais, si, c'est vrai en plus, 2010, j'en ai fait des 3 buts. Mais non, 2010, j'ai ce sentiment un peu bizarre. J'ai participé pleinement, si tu veux, l'année de 2009-2010, mais j'ai l'impression que je n'étais pas à la hauteur au moment de finale, si tu veux, et Oui, parce que c'est pas je me toi qui considérais pas. attaque le match. Non, c'est pas seulement, ça se trouve que tu peux pas attaquer le match, mais si tu rentres et tu es présent, si tu veux, c'est différent. Moi, je suis assez, comment je veux dire, je rentre, bon, ça se passe plus ou moins bien, et d'un coup, je sors à 76e, si je ne me trompe pas, hein. Oui, tu ressors. Ouais. 76e ou 77e, je sais pas. Là, tu sors, donc, là, tu Ouais, tu as cette frustration-là. Et donc, si tu veux, comment je veux dire, mais, ouais, je suis champion de 2010 parce que j'ai participé pleinement. Je crois que je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de dire une connerie, mais 2019-2010, je ne sais pas, c'est pas 27 matchs que Oui, tu as fait 25 ou 27 voilà, matchs. je ne sais pas, tu vois. Donc, je participais pleinement l'année, mais au moment venu, au moment de finale, j'ai du mal à digérer, tu vois. Peut-être j'étais pas à la hauteur, peut-être j'étais fatigué. J'en sais rien c'était quoi. Ouais. Mais c'était pas Ça ce t'a que cassé un peu la goût beauté du truc, quoi. Oui. Et plus, alors je du sais pas coup, ce que tu me croirais, je 2002... te dis que 2010, j'ai pas touché le bouclier. Ah oui? Ah oui, j'ai pas touché le bouclier. Parce que je me dis, il faut que... Il t'appartient pas à 100%, t'avais ce sentiment. Voilà, j'avais ce sentiment que c'était pas... Mais j'ai dit, un jour je toucherai, mais différemment, parce que 2017, et je pas lâché presque. Donc c'était différent. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire 2017, tu étais carrément, totalement patron de... partie des non, mais patrons c'est même de pas la l'équipe question aussi, de patron, pas patron, tu vois, si tu veux, mais j'ai pas un truc à travers parce que j'ai été remplaçant, c'est pas ça. Parce que même en étant remplaçant, quand tu rentres, si tu veux, c'est pas... comment je veux dire, c'est pas... c'était pas la satisfaction 100%. Oui, si tu veux. ouais. Voilà, c'était pas la Tu satisfaction. étais resté avec cette petite frustration de ne pas avoir pu donner tout ce que tu pouvais, quoi. Ouais, voilà, c'était ça un peu. 2007, j'ai pas joué, j'étais 23e cette époque. 23e. Tu sais, cette époque, il fallait qu'un pilier joue à gauche et à droite aussi. Ouais. Et moi, j'ai pas joué ce match-là. Par contre, le dernier, j'ai touché. Mais c'est pas la même, c'est pas la même charme de toucher un Danus et toucher un challenge européen. Toute victoire il compte, hein, mais. Ouais, ce qui est bien, c'est d'être arrivé au bout de cette compétition, mais tout le monde savait que. Après, si tu veux, à la fin de cette Champions compétition, ça s'est tellement, c'est devenu des beaux matchs, hein, Oui. à faire. Oui, du C'était coup, des matchs, tu ouais. ne pouvais pas dire qu'un gagnant des challenges européens, il ne pouvait pas prétendre de gagner Ouais. un Nickel Cup. Oui, parce ça que- fait des gros matchs à partir des demi-finales. Mais le truc, si tu veux, c'est différent. Je sais pas, c'est des choses qu'on n'explique pas, ça. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on reparle de ces fameuses finales, justement, de Champions Cup, avec toute la frustration qui va avec, contre notamment ces Toulonnais, où celle-là nous tendait les bras
Oui, c'est des matchs que, voilà, tu vois, par exemple, les matchs comme ça qui restent gravés, qu'on n'oubliera pas, hein, parce on a l'impression qu'on était si près, tu vois, Tu touches. on était très près, mais bon, après, bon, voilà, c'est à l'IA d'une carrière d'un sportif, c'est à l'IA de sport. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Malheureusement, voilà, des fois sur le choix, des fois sur voilà, décision. Voilà. Bon, bref, en tout cas, on est passé à côté de quelque chose de grand. Oui, voilà. Oui, c'est sûr, oui. Effectivement. Et tu vois, c'est bizarre parce que cette année, je me dis, mais peut-être, tu vois, ou ça se trouve que c'est égoïste de ma part, mais vu que j'arrête le rugby, je me suis dit, cette année, ça va être bon, c'est pas possible. Oui, ça serait bien d'arrêter là-dessus. Oui, voilà. Mais c'est égoïste, bien sûr, de ma part, de dire, oui, j'arrête et c'est pour ça que je disais, c'est pas possible. Mais regarde, sur le coup, ça. Et oui, le malheur dans tout ça, effectivement, on va pas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, mais c'est vrai que terminer la carrière sur l'épidémie de Covid, je pense que ça doit faire mal. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ton cas. On peut penser à Brock, on peut penser à peut-être Nick Avendanon s'il n'arrive pas à retrouver de club. Beaucoup, si on commence à compter, il y a beaucoup de joueurs que ça concerne. Après, c'est vrai qu'on a gardé espoir jusqu'au bout. Toi-même, tu me le disais, tu suivais un programme un peu de physique au cas où, mais tout en se faisant pas trop d'illusions non plus. Quoi. C'est vrai depuis que la décision est tombée, je me suis plus entraîné sur le moment. Maintenant, tu as lâché. Non, mais voilà, c'est vrai que. Parce que tu fais partie de ces joueurs emblématiques de l'ASM et que les supporters ont toujours chéri, on va dire. Je pense que au fil des années, tu as gagné un peu le respect de tout le monde aussi à ce niveau-là. Et les supporters sont toujours contents de te serrer la main, de t'encourager. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton sentiment par rapport à ça. Oui, alors, si tu veux, je pense que ce côté, j'étais gâté. Je peux dire vraiment, honnêtement, que j'étais gâté. Parce que l'histoire, il démarre comme ça. Un joueur qui se débarque de Fédéral 1, ça se faisait pas trop, d'accord. Et bon, le joueur, il continue à faire l'aventure, et petit à petit, moi, je sentais ça, que les gens, ils ont commencé à m'aimer, si je peux oser dire ça. Tu vois. Et ça, je sentais toujours. Il y a beaucoup qui disent que ouais, mais Dato, il n'est pas bavarde. Oui, je suis pas bavarde. J'essaye de, comment je veux dire, garder, c'est pas une distance que j'ai dit, mais oui, je suis nature de comme ça, donc je peux pas changer. Une timidité. Mais par contre, je pense que les supporters, ils sentaient l'amour que je portais pour ce club et pour ces gens-là. Et vice-versa, parce que moi je sentais toujours cette chaleur qui venait par les supporters. Et c'était un truc, même si j'étais pas trop bavarde, même si j'étais pas, par exemple, j'étais pas le personne d'aller taper la main à toutes les foules de supporters, ou aller prendre les supporters dans les bras. Oui, non, parce que je suis comme ça de nature, donc je ne peux pas jouer quelque chose que je ne suis pas. Je ne dis pas que les gens qui font, ils jouent, non, attention. Oui. Moi, je ne peux pas. Donc, même pas comme ça distance, même en distance, je pense que c'est de respect mutuel existait toujours. Et moi, je me considérais toujours quelqu'un de gâté par ça, parce que les gens, j'ai jamais entendu une critique vers moi. C'est pas que j'ai peur de critique, attention, hein, parce que c'est en critiquant qu'on se pose des questions, voilà, mais moi, je n'ai jamais entendu. Seul reproche que j'ai entendu, c'est que voilà, j'ai été un peu que j'ai gardé de distance. Oui. Voilà, je suis comme ça de nature, donc c'est pas. Donc les supporters, oui, le supporter, que ce que je disais la dernière fois, je n'ai pas pu remercier, parce que ce que je peux leur dire, vraiment, un grand merci, parce que ça, j'ai toujours senti c'est de respect par tout ce monde. Oui. C'est énorme. Mais et je suis
Qui je suis? Quand on regarde réellement, tu arrives, je sais pas d'où, tu débarques de Fédéral et d'un coup, 18 000 bonhommes qui t'applaudissent. C'est qui tu es. Bien sûr. T'es personne, t'es une petite personne et tous ces gens-là, ils t'aiment. Alors, je pourrais jamais rendre. Comment tu veux que je rende physiquement? Je ne pourrai pas rendre, mais sur le truc que je peux leur dire, merci quoi. Je veux dire, et encore, on ne remerciera jamais assez. Comment tu veux remercier? Ouais, merci, et ça reste un peu protocolaire, je ne vais même pas tomber là-dedans. Mais je dirais surtout que. Mon sentiment vers ces gens-là, qui étaient toujours fidèles à SM, qui étaient toujours là, qui nous encourageaient. Des fois, quand on était déçus, des fois, on faisait. Comme on ne captait pas leur encouragement, parce que tu étais déçu, mais je peux te dire que le lendemain, tu disais, voilà, je suis déçu, mais putain, ces gens-là, ils nous encourageaient, ils étaient là. Tout ça, ça te construit aussi en tant que l'homme, hein, toutes ces situations. Donc, ouais, voilà. Oui, parce que c'est vrai que nous, en tant que supporters, on ne sait pas ce que vous pensez, on ne sait pas comment vous vivez les choses sur le terrain, mais voilà, il y a cette légende de la Yellow Army qui s'est bâtie au fil des campagnes, des belles campagnes européennes, des phases finales de championnat de France. On a vu cette armée-là grossir autour de vous. Et c'est vrai que vous, quand vous êtes sur le terrain, quand un match comme à Saint-Étienne ou en championnat contre Toulon en 2010 ou la demi-finale européenne contre le Leinster à Lyon, où il y avait plus de 30 000 Montferrandais dans le stade. Enfin, ça reste des souvenirs impérissables pour la Yellow Army. Et je pense que vous, en tant que joueur, pour nous aussi, vous avez dû voir ça. Pour nous aussi, et comme tu dis, voilà, comment on vit les joueurs, ça, je pense que chaque joueur, il vit individuellement. Tu peux pas... moi, j'ai toujours dit, chaque homme, il a un individu. Derrière chaque homme, il y a un individu, et il réagit à sa manière. Mais collectivement et globalement, ça, quand tu as la chance de vivre ça au moins une fois dans la vie, ça tu n'oublies pas. Oui, et moi j'avais la chance de vivre ça pendant un petit moment. Pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas du tout. Je suis sincère quand j'ai dit, j'arriverai pas à remercier. Comment tu veux remercier? Seulement merci, ça suffira pas. Donc, sur le coup, je pense que les gens cherchent surtout à dire merci aux joueurs, à Datozir, à Kashvili, parce que c'est bien dans ce sens-là que ça doit se faire aussi, et surtout. Ouais, non, mais c'est pas un peu le but. Merci à Datozir, à Kashvili, non, au contraire, merci à eux, parce que Datozir, à Kashvili, je t'ai dit, c'est quand même une petite personne, quoi. C'est dit, ces gens-là, ils étaient toujours là. Là, il y a le chose, il est beaucoup plus grand que Datozir Akashvili ou n'importe qui à la place de Datozir Akashvili. C'est immense parce que ces gens-là, il pleuvait, il faisait froid, il faisait moins 5, moins 6 des fois quand on joue à 21h. Alors là, toi, quand tu commences à courir, encore t'es chaud, mais quand tu restes sur la tribune, tu te dis, mais t'es là, t'es content, t'es applaudi, t'es fidèle. Voilà, il y a infidélité. Tu vois, regarde, voilà, le mot que j'ai cherché, c'est la fidélité, qui est énorme, quoi. Donc, quand tu as une valeur comme ça, que tu es fidèle dans tout ce que tu fais, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Du coup, pour un petit peu conclure aussi cette interview, parle-nous maintenant de ce que tu vas faire. Qu'est-ce que ça va être pour toi l'après-carrière? Où tu vas? Est-ce que tu vas rester à Clermont? Qu'est-ce que tu bâtis maintenant pour la suite? Oui, alors, pour te répondre, oui, je vais rester à Clermont-Ferrand. C'est vrai, la carrière s'arrête un petit peu brutalement, mais moi j'ai déjà pensé à un arrêt de carrière. Quand j'ai dit que j'arrêterais à la fin de saison 2020, j'ai décidé ça il y a un petit moment, si tu veux. Donc, ça fait 1 an et demi maintenant, j'ai monté une boîte de sécurité électronique qui s'appelle Lelos Sécurité, qui se rapproche un peu de Lelos, avec des Georgies. Et également, j'ai racheté notre société qui a une histoire de 30 ans sur la place de Clermont, qui s'appelle APV Secure,
Donc nous sommes dans la sécurité électronique, tout ce qui est alarme, intrusion, incendie, contrôle d'accès, vidéosurveillance. Donc ces deux boîtes-là, il y en a un qui répond particulier et professionnel, et l'autre qui répond seulement le professionnel. Donc APV répond seulement le professionnel, les LOS est professionnel et le particulier. Donc bon voilà, c'est mon nouveau challenge à relever. Je ne te cache pas que je me régale, parce que construire quelque chose, partir avec un bout de petit truc et devoir grossir petit à petit, c'est des satisfactions. Tous les matins quand je me lève, voilà, j'ai mon challenge, je ne reste pas sans challenge, parce qu'un homme, je pense, quand il reste sans challenge, sans quelque chose à aboutir, c'est là que le malheur s'installe. Donc aujourd'hui, moi, oui, je suis malheureux de terminer à telle manière la carrière, mais je suis heureux où j'ai pensé mon autre avenir, et mon challenge, si tu veux, c'est mon carburant. Voilà, on va dire comme ça. Donc. Et j'ai une autre société d'import-export aussi, donc j'en ai quand même pas mal de. T'as de quoi t'occuper. Voilà. Et puis garder un peu un pied aussi en Géorgie par l'intermédiaire de ton autre société d'import-export. Aujourd'hui, si tu veux, pour moi, je dis toujours, le monde il est devenu tellement petit. Le monde est devenu tellement petit ces derniers 30 ans. Parce que tu imagines un coup d'avion dans 4 heures, je suis un jour, 4 heures c'est rien. Oui. Bagnole, tu mets 4 heures pour monter à Paris. Tu vois. Et le monde est devenu petit, et ça m'aide énormément. Et dès que tu imagines, je sais rien. Demain, si je décide d'aller en Géorgie, ben, je serai demain en Géorgie. Après demain, si je voudrais être en France, ben, je serai en France. Malheureusement, bon, le Covid, ça nous a coupé un peu tout ça. Oui. Mais j'espère qu'on trouvera la solution de Covid, et on retrouvera cette liberté, entre guillemets, de voyager, aller voir des copains, des amis, la famille, et vivre normalement, entre guillemets. Espérons rapidement, oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Très bien, bah, écoute Dato, je te remercie. On va conclure cette gentille interview que tu as bien voulu faire avec nous. Pour ici c'est le confinement, parce qu'on a rebaptisé l'émission Ici c'est le confinement, un peu pour toujours rendre hommage à Laïelo Army. Et donc écoute, on te souhaite bon vent pour la suite, et en espérant te voir sur le plateau dès que ce sera possible. Merci beaucoup.